il fallait en gros que je lance ma société si vraiment je voulais arriver à implémenter mes idées. Et je me suis petit à petit spécialisé dans la détection de contrefaçons de produits Ouais. par des méthodes numériques. J'ai une casquette d'entrepreneur parce que j'ai cofondé une boîte. Et en même temps, au jour le jour, je suis responsable technique pour la boîte. Et je développe ou je travaille sur des algorithmes. Si on devait se planter, fermer l'entreprise, ce qu'on a appris, ou ce que moi en tout cas j'avais appris, ça avait beaucoup de valeur en soi. Mhm. Et donc, j'aurais pas de regret. Puis en tout cas, j'aurais pas non plus le regret de ne pas avoir essayé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien, vous êtes dans la galère. On se retrouve pour une nouvelle interview qui va différer un petit peu des précédentes qu'on a eues jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, avant ça, c'est toujours en partenariat avec le média étudiant Innovation Time. Donc merci beaucoup pour votre coup de main, c'est très appréciable. Aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Justin Picard. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça va être très intéressant de parler de ton aventure et de comment tu as commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, merci d'être là. Avec plaisir. Euh, donc, je te l'ai brièvement expliqué, mais en fait, la première partie, on aura beaucoup de questions orientées pour ma thèse de master. Ok. Et ensuite, si on a le temps, là je sais qu'on a un timing un peu serré, mais si on a le temps, on pourra avoir une discussion un peu plus ouverte sur ton expérience dans l'entrepreneuriat. Ok. Bon, je vais essayer d'être concis alors. Ouais. Ouais, on verra. Le tout, c'est de répondre surtout aux questions de la thèse. Ok. Mais voilà, en général, ça le fait à peu près en 30 minutes. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Ok. Donc, on peut commencer. Est-ce que tu peux te présenter et donner ton âge? Oui, donc j'ai 50 ans, je suis né au Canada, je suis venu faire mes études ici, mon doctorat et un postdoc en Suisse. Maintenant, voilà, je vis ici, j'ai 3 enfants et puis j'ai lancé il y a une dizaine d'années une start-up dans la traçabilité et l'authentification des produits. D'accord. Donc, tu as mentionné un doctorat. J'imagine que c'est le niveau le plus élevé d'études que tu as validé. C'est bien ça? Ouais, je ne crois pas qu'il y a des niveaux d'études définis comme étant plus élevés. On peut faire un doc. Juste en question Mais j'ai fait un d'année, postdoc ouais. ensuite. J'ai fait un postdoc. Voilà, le Ouais, postdoc. ouais, Ok. ouais. Dans quelles écoles tu es passé? Donc j'avais fait Polytechnique Montréal et puis Donc pour le bachelor, c'est pour un ça? bachelor, Ok, durant lequel je suis venu en échange ici à l'EPFL. C'est il y a longtemps, en 91, 92. ok. J'ai bien aimé ici en Suisse et je me suis dit je vais revenir après mon master que j'ai fait aussi à Montréal. Je vais revenir pour un doctorat et j'ai trouvé un doctorat à l'université de Neuchâtel. C'était dans le domaine de intelligence artificielle et recherche d'information. Donc j'ai fait ce doctorat. Après, j'ai eu l'opportunité pour faire un postdoc ici à l'EPFL en sécurité des images numériques ou digital watermarking. C'est le nom du domaine. D'accord. Voilà. Ok, Mm. donc ça a l'air déjà bien au-delà de mes compétences, mais est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a poussé vers les études en Suisse? Qu'est-ce qui fait que tu es venu en Suisse pour faire ces études? Bah, j'étais venu en échange, c'était un peu une opportunité, un échange étudiant. Et puis, j'avais beaucoup de plaisir à être en Europe. Et puis aussi, les conditions pour le doctorat étaient très très bonnes. Ouais. Donc, c'était une idée que je me suis mis dans la tête de venir ici pour le doctorat. Ça aurait pu être très bien aussi de le faire au Canada ou ailleurs, mais j'avais envie de vivre ici. Ouais. Ok, donc pour l'exploration, le changement de culture un petit peu, ou ce genre de choses. Est-ce que tu avais des attentes particulières par rapport à l'université en Suisse? Des attentes particulières. J'ai du mal à répondre à cette question. Ouais. C'était. Enfin, Est-ce que tu cherchais quelque chose de spécifique, une compétence que tu n'aurais pas trouvée dans d'autres universités? Ou alors est-ce que c'est tout simplement juste... ok, alors c'est dans ce sens-là. Ok. Je pense que
enfin, les compétences, enfin, j'aurais pu les trouver aussi au Canada. D'ailleurs, au Canada, à l'Université de Montréal, il y a un très bon département d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas tant à ce niveau-là. Maintenant, je dois dire qu'au niveau de l'EPFL, il y a aussi, enfin, les compétences sont quand même très élevées, Ouais, oui. d'accord. Donc, on a parlé un petit peu du début des études. Maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être une question toujours un peu difficile, mais c'est quoi ton métier? Ouais, c'est vrai que je suis à moitié, j'ai une casquette d'entrepreneur parce que enfin, cofondé une boîte et en même temps, au jour le jour, je suis enfin, responsable technique pour la boîte. Et je développe ou je travaille sur des algorithmes et puis je gère des développements de produits. Euh, c'est ce qui est assez intéressant dans ma situation, c'est que enfin, j'ai en fait plusieurs casquettes, mais ça c'est vraiment du fait que j'ai démarré l'entreprise. Donc je suis à la fois sur le comité de direction, aussi actionnaire, et puis employé de cette même société. D'accord. Et donc, quand est-ce que vous avez commencé au final cette entreprise? En 2013. Donc, c'était pas directement après la fin des études ou si? Non, mais alors mes études, je les ai finies. Donc le doctorat en 2000, c'était à Ok. l'université de Neuchâtel. Le postdoc à l'EPFL en 2001. Et après une petite sabbatique, j'ai travaillé pratiquement une douzaine d'années dans différentes sociétés et dans différents pays. Quelques années aux États-Unis, aussi 2 ans en Allemagne, et pendant 7 ans avec une société basée à Paris. Mais déjà à cette époque-là, j'allais en fait chaque semaine à Paris pour le travail. J'étais déjà revenu en Suisse, enfin, du fait que voilà, j'ai épousé une Suissesse et puis que on a voilà, fondé la famille ici. D'accord. Et donc, après plusieurs années de travail en entreprise, on va dire plus classique, tu décides de te lancer. Pour quelle raison? Parce que enfin, j'avais très envie enfin, de pouvoir implémenter mes idées et d'aller jusqu'au bout. Et, et en fait, les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, bon, ça m'a convenu très bien pendant un moment. Et puis, enfin, j'étais pas maltraité du tout. Mais voilà, c'était pas moi qui décidais de la stratégie, c'était pas moi qui décidait de quoi que ce soit en dehors du cadre du développement du produit, de la technologie. Et j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout et j'ai compris, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça, mais en commençant à aller beaucoup aux conférences et puis à des événements enfin, qui étaient de plus en plus dans le monde de l'industrie, enfin, j'ai réalisé petit à petit que en fait, il fallait en gros que je lance ma société si vraiment je voulais arriver à implémenter mes idées. Alors que jusque-là, je pensais qu'en gros, si j'inventais, je développais une nouvelle technologie, voilà, ça suffisait et puis que je serais voilà, très, très content du résultat. Ok, donc il a fallu gagner un petit peu en liberté, ouais, en liberté de création, de travailler un peu plus sur les projets qui te plaisent, c'est ça? Et finalement, je ne travaille pas sur des choses si différentes d'avant, simplement que comme j'ai dit, c'est une de mes casquettes. Euh, mais l'autre casquette, c'est vraiment celle d'entrepreneur et le fait de développer une société, lever des fonds, trouver des clients, construire une équipe, décider où on va ouvrir des bureaux, etc. Ouais, d'accord, ouais, Mm. c'est assez inspirant. Mm. Et donc, du coup, tu es entrepreneur, tu as fondé une entreprise qui s'appelle ScanTrust, euh, et tu es passé par l'université. Quelles sont les compétences que tu as développées à travers l'université, qui sont selon toi indispensables? Disons qu'à l'université, je dirais que j'ai surtout développé des compétences de chercheur, de, enfin peut-être une certaine capacité à trouver soit la faille ou une façon d'améliorer une technologie ou un produit existant. Ouais, Mais ça se cantonne quand même pas mal au niveau technique. Donc,
donc toutes les compétences, je dirais, économiques, financières, je dirais que je les ai plus appris sur le tas ensuite, enfin, quand est venu le temps de fonder mon entreprise. D'accord. Donc des compétences surtout techniques, donc des hard skills que tu as développées à travers l'université. Peut-être plutôt parce que c'était des diplômes d'ingénieur en fait, c'est ça? Mais c'est pas tant les hard skills en tant que tels, je dirais, c'est aussi le fait d'avoir eu la chance de développer donc, à travers le postdoc, puis après, ce qui m'a permis d'avoir des postes donc, de chercheurs dans des sociétés, des compétences très, très pointues. Donc, enfin, très pointues, c'est-à-dire vraiment sur un domaine très, très spécifique Mhm. où, qui permet d'être bien placé pour voir quelle est l'innovation technique qui manque et en même temps d'avoir un petit peu de vision sur le marché parce qu'à l'université, on a du mal à voir dans quelle mesure une nouvelle technologie va répondre aux besoins du marché. Ouais. Souvent, c'est quand on débarque sur le marché, enfin, qu'on a lancé peut-être une spin-off, que là, on réalise peut-être qu'il faut remettre en question toutes les idées qu'on avait. Donc, j'ai eu pratiquement 12 ans où j'ai vu comment certains marchés opéraient euh, pour, enfin, avant de me lancer. Mhm. Et avec aussi certaines compétences techniques très spécifiques pour lancer une solution qui, bah, je l'espérais, allait répondre à ce besoin du marché auquel personne, enfin On avait aucune déjà autre répondu. société n'avait pensé à répondre. Ouais, d'accord. Donc si je comprends bien, vous ne recommandez pas forcément de créer son entreprise à la sortie des études. J'ai pas de recommandation particulière, tout dépend de la situation, et puis tout dépend aussi de ce qu'on a envie de faire. Moi, c'était enfin, j'avais pas l'envie de créer une entreprise en sortant des études. Mhm. Euh, J'aurais pas vraiment su comment faire, mais en même temps, je pense de toute façon qu'on sait jamais vraiment complètement comment faire C'est avant de se ça. lancer. Enfin, euh, mais je pense à un moment donné, c'était un besoin ça brûlait de l'intérieur. Euh, mais il y a pas mal d'entrepreneurs, ils ont fait une thèse à l'EPFL, ils étaient sur peut-être un sujet porteur et ils se sont lancés. Et puis certains, peut-être, ont découvert qu'ils avaient tout à fait l'âme, les aptitudes de l'entrepreneur, Ouais, de gestionnaire d'équipe. Et puis ça, c'est vrai qu'on ne sait pas trop avant de débuter en fait. d'essayer. Et ce serait quoi, maintenant que tu as un peu de recul, ce serait quoi ces compétences, ces aptitudes qui font qu'un entrepreneur, enfin, qui sont nécessaires pour un entrepreneur? Il y en a beaucoup, disons. Enfin, il en faut beaucoup en même temps. Maintenant, on ne peut pas avoir des forces dans tout. Et puis, donc, je dirais que le plus important, c'est d'arriver à savoir s'entourer Ouais, et de choisir, si on peut choisir. Donc, il faut susciter l'envie pour son projet. C'est peut-être en fait la première chose. Et après, savoir s'entourer en choisissant les bonnes personnes qui vont combler enfin, les compétences qu'on n'a pas. ouais, Et je pense qu'après, voilà, je pense il y a plein d'autres compétences après qui peuvent être utiles ou qu'on peut développer, mais c'est peut-être celles-ci surtout, qui sont le plus importantes. d'accord, ouais, surtout l'entourage donc. Ouais. Mais susciter l'envie pour son projet. De toute Ah, façon, c'est aussi, la ouais, base. ouais, bien Ouais. sûr. Mm. D'accord. Et donc, pendant vos études, du coup, enfin, je commence à te vous Ah voyez. ouais. Non, Et, tutoie, ça va bien. Ouais. et pendant tes études, du coup, est-ce que tu as pu suivre ou est-ce que tu as suivi un cours d'entrepreneuriat? Ça fait trop longtemps. Et si j'en ai suivi un, probablement il m'a pas aidé ou qu'il avait aucune valeur. Ok. J'ai fait mes études dans les années 90. Alors, Ouais. franchement, ce qu'on apprenait à cette époque-là. Et je suis pas sûr. Enfin, le modèle startup entrepreneur était pas enseigné. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que durant mon dernier emploi, avant de devenir entrepreneur, j'ai investi dans un cours à l'IMD, qui est enfin, une business school ici à Ouais. Lausanne. Et puis, c'était
ça s'appelait Mastering the Technology Enterprise. C'est ce qu'ils appellent un pilier du EMBA, du Executive MBA. Mhm. Ça a coûté assez cher, Oui, mais ça m'a surtout permis de me positionner parce qu'en fait, là-bas, on n'apprenait pas tellement enfin, c'était pas un cours conçu pour entrepreneurs. En fait, c'était beaucoup plus des, euh, des personnes qui venaient de grandes entreprises, qui venaient se faire une sorte de formation continue, euh, enfin, sur différents domaines de finance, management, etc. mais dans le Et but de donc, créer une entreprise après, ben non? non, Pas la forcément. majorité, non, mais même moi, ça m'a permis de voir vraiment euh, enfin, de me positionner par rapport à ce monde-là. Enfin, j'ai compris que en allant fonder une entreprise, en fait, euh, j'allais dans une direction tout à fait, tout à fait différente parce qu'en fait, euh, c'est une très très différent d'opérer un. Finalement, on apprenait comment opérer un business existant, mais créer un nouveau business, donc on a vraiment une page blanche, c'est complètement différent. Et là, Oui, bon, il y a des cours qui sont donnés par exemple par Venture Lab, ouais. qui donnent un petit peu des idées, ben, disons qu'on a déjà un projet, mais voilà, on apprend, ça s'apprend en gros Sur le sur le tas, tas, mais ouais. ça peut être bien d'avoir des compléments, du coup. Mais IMD, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une école privée, du coup. Ouais. Pourquoi est-ce que tu aurais choisi à ce moment-là de te tourner vers IMD plutôt que vers un MBA de l'université? Bah, exécutif MBA de l'université, simplement parce que ça demandait un engagement trop long. Ah, d'accord. Ouais, 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 ok. Ouais, c'est intéressant à noter ouais. comme point. Euh, je réfléchis déjà un petit peu à ce que, comment je peux l'analyser pour ma thèse, mais Bah, c'est vraiment en intéressant. fait, ce que j'ai fait, c'était pour moi, plus personnellement, je le recommande pas forcément, je pense. Parce que j'ai mis. C'était avant de me décider à devenir entrepreneur. Enfin, c'est un grand saut de devenir entrepreneur, surtout quand ça fait plus de 10 ans qu'on travaille en entreprise, qu'on a une famille avec 3 enfants. Mhm. Euh, donc, c'est de grands risques. Et puis voilà, en plus, j'avais pas vraiment d'argent de côté. Surtout que le peu d'argent de côté que j'avais, je l'ai mis dans ce Projet. programme. Ah, dans le programme. Dans ce Ouais. programme, D'abord, ouais. ouais. Et puis, pour en conclure que, en fait, c'était pas vraiment, enfin, c'était pas la direction que je voulais Prendre. prendre, Ouais. au sens où je voulais pas devenir vraiment, enfin, un spécialiste en business en tant que tel, en fait. Mhm. Ouais. D'accord. Ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, tu es retourné vers les études, entre guillemets. Aujourd'hui, est-ce que maintenant que tu as vu un petit peu que ton parcours, est-ce que tu referais le même parcours? Est-ce que tu referais toutes ces années d'études? Ou est-ce que tu essaierais de te tourner plus vite vers l'entreprise ou plus vite vers la création d'entreprise? Bah, les études, j'en referais certainement parce que je trouve ça hyper cool. Enfin, puis Ouais. c'était vraiment une belle période. Et puis, je trouve pas que ça devient forcément plus dur enfin, quand on avance dans les études. Euh, on a de plus en plus le loisir de se consacrer à un domaine et de l'approfondir. Donc, c'est assez une chance. Est-ce que je ferais. Alors, je ne ferais pas forcément différemment. Peut-être j'aurais peut-être choisi des domaines d'études très proches, mais peut-être légèrement différents. Mais non, j'ai du mal à dire ce que je ferais différemment. Je me suis lancé comme entrepreneur quand j'étais Quand c'était prêt. le Peut-être moment. que j'aurais pu, a posteriori, je pourrais me dire j'aurais dû me lancer plus tôt. Mais en tout cas, ça m'a, euh, à cette époque-là, ça m'a pas vraiment traversé l'esprit. Donc, c'était probablement pas le bon moment. Ouais, Mm. sûrement. Ouais. En même temps, il faut dire que tu es beaucoup moins exposé à cet environnement entrepreneurial. Je pense que c'était un choix beaucoup plus inusité de se lancer comme entrepreneur à la fin des études, même en doctorat, en postdoc en 2000-2001, ça Ouais. l'est maintenant. Donc dans cet environnement-là, euh, c'était vraiment plutôt une exception de se lancer. Et puis ouais, j'avais pas cette démarche-là en fait.
Ok, vraiment, ouais. Enfin, la démarche que j'ai eue, c'était, enfin, à la base, c'était quand même plutôt les sciences qui m'intéressaient, puis la technologie au sens où on crée quelque chose de nouveau et en fait, euh, voilà, on fait un petit peu avancer en même temps euh, les bornes du savoir, Ouais, mais en même temps, on crée quelque chose qui peut avoir un impact dans le monde. Ça me fascinait. On peut pas démarrer de l'algorithme et puis en fait, on change une manière de faire les choses dans le monde. Et donc, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est après d'en faire un produit. Et puis, je pense que c'est la dernière étape, c'est pour comprendre la globalité de la chose, c'est de rajouter la composante business. Et puis, c'est un peu, voilà, c'est un peu le cheminement que j'ai eu ouais, dans ma carrière, je ça pense. fait beaucoup de sens. Mm. Et du coup, aujourd'hui, j'ai peut-être une question qui est toujours un peu difficile à répondre, mais je te la pose quand même. Donc aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu as réussi? Peut-être dans une deuxième partie, tu pourras nous C'est- expliquer ta euh, définition de la bah, réussite. réussir, on peut être content de soi à un certain moment parce qu'on se sent aligné. On fait ce qu'on aime, ça a du sens. Et puis et puis là, on peut dire j'ai réussi, mais un an plus tard, on peut voir les choses de manière différente. Et puis là, rester dans la même voie ou pas évoluer, ça serait plus une réussite. Donc, Ouais, j'ai pas de, il n'y a pas de définition statique de la réussite pour c'est moi. pas statique. C'est, Ouais. c'est, euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, enfin, ouais, se remettre en question forcément, mais être capable des fois de prendre des choix qui sont peut-être à contre-courant de ce qu'on a fait euh, et puis qui sont inconfortables. Ouais. Après, on le sent bien quand on est dans quelque chose de nouveau, donc on est un peu plus en dehors de notre zone de confort. Ouais. Et en même temps, c'est souvent là qu'on apprend le plus. Et puis on se sent très vivant, mais c'est en même temps, ça peut être en même temps assez inconfortable. Donc, c'était par exemple le cas quand j'ai lancé la société, et puis qu'il y avait toutes ces choses nouvelles, toutes ces décisions à prendre, et c'était souvent des situations assez inconfortables. En même temps, j'ai l'impression que c'est une période qui était très riche où j'ai beaucoup appris. Donc Mm. même de savoir si l'entreprise va tourner et fonctionner, tu considérais déjà ça comme un succès par le fait d'avoir essayé, c'est ça? C'est ce que je disais, que, en tout cas, voilà, si on devait se planter, voilà, fermer l'entreprise, ben, ce qu'on a appris, ou ce que moi en tout cas j'avais appris, ça avait beaucoup de valeur en soi. Mhm. Et donc, j'aurais pas de regret. Puis en tout cas, j'aurais pas non plus le regret de ne pas avoir essayé. Ouais. Ouais, bien Mm. sûr. Est-ce qu'il y a une certaine notion d'argent, de qualité de vie ou d'impact derrière? Ben, quand on quitte un emploi bien rémunéré pour se mettre au chômage, là, ça a un impact Ouais. monétaire. Donc, euh, en même temps, ça donne entre guillemets faim parce que voilà, tout devient plus dur, enfin, c'est plus serré. Et après, mm, Donc par ouais, rapport à l'entrepreneuriat? Ouais. ouais. Donc il y a cette notion de risque, mais bon, euh, on ne le fait pas pour l'argent en soi. C'est pas un facteur Mhm. de motivation. En tout cas, c'est pas un facteur de motivation dans la durée. Ouais. Donc la notion de succès serait plutôt par rapport au facteur de risque, du coup, savoir se mettre en danger pour, euh, pour grandir. Euh, Là, vraiment dans le cadre de l'entrepreneuriat, on peut faire des choses où il n'y a pas le même facteur de risque, mais on a du succès. Ouais. Tu as Euh, une définition que tu pourrais donner du succès ou, enfin, je sais que c'est un peu compliqué toujours, mais voilà, si on détache le succès de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui veut dire que quelqu'un a du succès? Est-ce que, ouais, parmi vos amis, peut-être vous pensez à quelqu'un, quand on parle de quelqu'un qui a du succès, pourquoi vous pensez à cette personne-là? ouais, bah alors,
c'est pas, je ne sais pas si le mot succès correspond, c'est plus est-ce que je trouve, enfin par exemple, est-ce que j'admire, est-ce que je trouve respectable ce que quelqu'un fait. Ouais. Et c'est en général, c'est des gens qui font quelque chose qui a vraiment du sens, enfin, et qui peut avoir un impact pour la société, et souvent qui le font en plus de manière altruiste Mhm. et, et en prenant des risques. Et ça enfin, je ne sais pas si on peut dire c'est du succès, mais c'est ce que je trouve le plus admirable. En tant qu'entrepreneur, effectivement, il y a toujours ce côté où bah, si on réussit, enfin, on serait récompensé par un profit. Et donc, même si on travaille sur une cause qui est noble, ça rend enfin, enfin, une cause en tout cas, un projet enfin, qui est noble ou qui peut vraiment apporter quelque chose à la société. Enfin, le fait qu'on en retire quelque chose, donc c'est pas désintéressé. Donc Ouais. ça, pour moi, ça rend un petit peu la chose moins Moins noble noble. que quelqu'un, par exemple, qui s'engagerait corps et âme dans une ONG Ouais. et qui aiderait enfin, qui répondrait à un des grands problèmes Ouais. du monde. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Je sais pas si c'est clair comme je l'ai Non, expliqué, mais mais je pense que ça fait du sens. C'est pas ouais, forcément une réponse qui est toujours. Enfin, c'est pas ce que j'ai vu dans les précédents entretiens, mais ouais. ça fait du sens. On peut gentiment conclure, comme de toute façon, on a atteint le bout des questions pour ma thèse. Est-ce que tu veux nous parler de ScanTrust et de ce que vous faites? Parce que je vois que vous avez beaucoup d'exemples d'utilisation derrière. Donc, ouais, d'accord. Donc, moi, bon, juste pour mon parcours, j'avais fait un postdoc en sécurité des images Ouais, et je suis allé ensuite travailler aux États-Unis et je me suis petit à petit spécialisé dans la détection de contrefaçon de produits ouais. par des méthodes numériques. Et là, on était en 2002, 2003, enfin, donc il n'y avait même pas en fait de téléphone portable avec caméra. Mais donc en fait, je commençais à travailler sur des technologies qui utilisaient des scanners à plat, Mhm. donc des webcams, enfin et Comme on puis voit dans les magasins ou les. Donc c'est scanner ou rouge, bien simplement dans ce des genre de bureaux de choses. douaniers. Mais donc la technologie ou l'environnement technologique a évolué ensuite très rapidement. Euh, et moi, j'avais cette spécialité dans la détection de faux produits. Ok. Et puis, l'idée de ScanTrust, c'était, on a inventé, déposé un brevet sur un QR code sécurisé contre la copie. Donc, chacun des produits là, qui sont des produits qu'on protège et qui sont tracés dans les chaînes de distribution, il y a un QR code unique et incopiable sur chacun de ces produits. Ou du moins, si quelqu'un cherche à le copier, ou un contrefacteur cherche à le copier et le mettre Mhm. sur un faux produit, par un scan, par un téléphone portable, on pourra savoir si c'est un vrai ou un faux. D'accord. Alors, c'est Donc, du lait pour bébé, du vin, ça, c'est des échantillons antidopage, euh, ah oui. un filtre à eau, du café, cube de bouillon. Tout ça, c'est des produits qui sont contrefaits, des fois à grande échelle. Il y a aussi des problématiques de traçabilité. Ouais. Voilà. Et donc, moi, c'est ma spécialité. C'est comme ça qu'on a lancé ScanTrust. Maintenant, ScanTrust, c'est plus globalement, c'est pas que la détection de contrefaçon, mais plus globalement, c'est le fait d'associer un identifiant unique à chacun des produits. Et il y a des besoins pour ça de sécurité, de transparence des supply chain, de connexion entre les numériques, entre les marques et leurs consommateurs et utilisateurs. Ouais. Et aussi ce qu'on appelle compliance, donc se mettre en accord avec la régulation. Au niveau de l'Europe, il y a beaucoup de législation qui se met en place dans différentes industries pour que chacun des produits utilisés par l'industrie ait un QR code qui permet d'accéder à des informations de traçabilité. Mhm. Pour le vin, toutes les bouteilles de vin seront équipées de QR code. Et dans les années qui viennent, les vêtements, les batteries pour véhicules électriques, les matériaux de construction. euh, Doivent et, tous être petit à tracés. petit, ouais, il y a ce besoin de pouvoir
tracer, d'identifier, d'accéder à des informations par rapport à un produit et Mhm. d'assurer le recyclage des produits. Tout ça va passer par des QR codes. Ouais, Donc, ok. c'est sur ces domaines que ScanTrust se positionne. C'est impressionnant parce qu'il y a plein de domaines d'application, notamment les petits flacons antidopage. Mhm. Je trouve ça incroyable, c'est vrai. Mhm. On n'y aurait pas pensé à premier coup, mais maintenant ça fait beaucoup de sens. Mhm. Et il y a deux points très brièvement que j'aimerais aborder avant la fin de cette interview avec toi. Mhm. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'à Genève, il y a eu à l'université de Genève, ils ont breveté des micro QR codes, enfin des tout petits QR codes. Je ne sais pas quel impact ça peut avoir pour vous. Ok, ils ont breveté j'aimerais besoin d'en savoir plus parce que T'as pas à vu l'Université de Genève, passer? il y a un laboratoire qui fait des choses très intéressantes avec le professeur Voloshinovski, que je connais bien. Sûrement, sûrement. Et c'est plus Ce sur des groupe. méthodes de traitement d'image. Donc, J'ai vu passer il n'y a pas longtemps des tout petits QR codes qui auront une utilité sûrement. ça Donc, m'intéresserait si tu peux me donner la référence. je te donne Après, ça juste après. il y a régulièrement dans l'industrie, tout d'un coup, un laboratoire, une université qui propose une nouvelle façon de marquer des produits. Donc, ça peut être justement des micro QR codes, des fois c'est ce qu'on appelle des tagans, c'est euh, comment on peut dire, des particules invisibles qui sont intégrées au produit. Des fois c'est des nouvelles formes d'hologrammes Mhm. avec des effets qui sont encore plus frappants. Et, et donc là, c'est pas, dans ce cas-là, c'est pas vraiment c'est pas en tout cas des technologies qui sont forcément en concurrence avec les nôtres. Ouais, Euh, c'est des moyens d'assurer l'authenticité, mais nous, on intègre ça dans un QR code qui est imprimé simplement sur le produit par les moyens d'impression des emballages et des étiquettes. ouais. Alors que ça, c'est des technologies qui sont plus spécifiques et peut-être ça implique des processus physiques ou chimiques particuliers et ça peut avoir un intérêt, mais souvent sur des applications beaucoup plus précises. Ok, Mm. d'accord. Eh bien, écoute, j'aurais bien aimé continuer de discuter de ça plus en détail avec toi. Je pense qu'il y a plein d'applications et d'endroits où ça peut être très utile, notamment, enfin, j'en ai entendu parler avec la blockchain pour la traçabilité, toutes ces choses-là. Donc, ça aurait été plein de sujets hyper intéressants qu'on aurait pu traiter. Mais je crois que tu as un rendez-vous là maintenant, donc, et puis nous aussi, donc Ok. on va devoir, Bah, super, ok, on va merci devoir beaucoup. s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à mes questions, mes petites questions pour, surtout pour ma thèse et puis aussi par rapport à ScanTrust. Donc, c'était vraiment un plaisir d'être là. Merci, ça fait un plaisir pour moi aussi. Ouais. Super. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. On enchaîne beaucoup en ce moment, mais je pense que ça va vous faire kiffer. Ciao!